on a eu la chance de recevoir les Jeux Olympiques sur Marseille. Le bilan est exceptionnel. L'impact, 181 millions d'euros. Mathieu, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Bonjour Jean-Luc et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour Thierry et merci pour votre accueil. Alors, on a plusieurs sujets à voir ensemble sur l'économie et le premier sujet, j'ai envie de parler de décarbonation. Quels sont les enjeux de décarbonation sur ce territoire? Alors oui, les sujets, c'est les sujets d'actualité depuis quelques mois. On va les étudier ce matin. C'est notre quotidien à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Le sujet de la décarbonisation est simple. C'est le sujet, je dirais, de rentrer dans le 21e siècle et de vivre avec les usages. C'est le sujet de ne plus utiliser d'énergie fossile pour éviter le réchauffement et le réchauffement de la planète et le changement climatique. On voit bien tous les jours, depuis quelques mois, à la fois les alternances de sécheresse et d'énormes phénomènes de pluie, de dégâts que l'on a partout. Et s'il y a encore des climato-sceptiques, je pense que la preuve est posée, c'est partout dans le monde, les incendies. Notre enjeu ici sur le territoire, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'énergie décarbonée, quelque part de faire la transition des énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz, vers des énergies électriques décarbonées, avoir suffisamment d'énergie décarbonée pour les nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est à la fois les usages du quotidien. Nos voitures électriques, on voit bien tous les jours que ça progresse un peu plus, même si elles sont hybrides, il faut les brancher. Il faut donc du courant derrière, du courant décarboné si possible. Pas question de remettre en route les centrales à charbon. Donc du courant décarboné, mais c'est aussi les usages de l'habitation. C'est le remplacement des chaudières progressivement fuel et gaz en pompe à chaleur électrique qui permettront d'ailleurs au passage d'améliorer le confort puisqu'il y a à peu près 15 à 18% seulement des foyers qui ont la climatisation chez eux. Donc ça permettra d'avoir et du chaud et du froid. Ça permettra de mieux lutter contre les 3 degrés de plus qui nous sont annoncés de réchauffement climatique pour l'été pour nous tous, mieux dormir, mieux travailler. Mais tout ça, il va falloir de l'énergie. À côté de ça, il y a un enjeu majeur aussi, c'est celui de la décarbonation de l'activité économique. Et donc, c'est la mobilité, c'est les transports, donc c'est une partie en électrique, et ce sera probablement d'autres énergies plus tard qui n'ont pas encore de modèle, on parle de l'hydrogène, et puis c'est la décarbonation de l'industrie, et de l'industrie de notre grand port maritime, sachant que la zone industrielle portuaire de notre grand port maritime est la deuxième zone industrielle française après celle de Dunkerque, la plus émettrice de gaz à effet de serre, puisqu'on émet 25% des gaz à effet de serre français. Voilà, de CO2, gaz de CO2. Pour faire simple, c'est comment on passe d'un modèle de troisième port pétrolier mondial à un port des énergies décarbonées, et comment on conserve l'industrie qui est derrière le port, parce que le port c'est un hub, pour la faire fonctionner. Cette industrie aujourd'hui, c'est 13 000 emplois. Cette industrie, pour la transformer, il nous faut de l'énergie décarbonée. Donc bien sûr, il faut de l'éolien, il faut du photovoltaïque, il faut de l'hydraulique, on a la chance d'avoir la chaîne de la Durance et autres, mais il faut une ligne supplémentaire électrique qui nous amène de l'énergie décarbonée, produite dans la vallée du Rhône, dans un territoire donc, où il y a de l'énergie décarbonée, parce qu'il y a eu des investissements faits dans les projets nucléaires, c'est tout. Et là, l'enjeu, c'est 4 à 5 milliards pour maintenir les activités économiques ici, c'est-à-dire que les industriels vont investir 4 à 5 milliards. Et surtout, si on a cette énergie décarbonée ici, cette fameuse ligne à 400 000 volts, donc on essaie de faire croire qu'elle est que pour certains et pas pour d'autres, elle servira pour l'industrie, mais elle servira pour les usages, elle sert pour tout le monde. Elle sert pour tout le monde, elle sert à désenclaver la péninsule énergétique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout simplement. C'est aussi, à ce moment-là, 15 milliards de projets nouveaux, industriels, d'industrie décarbonée qui pourraient s'implanter. C'est des projets carbone, production de panneaux photovoltaïques, c'est des projets de captation du CO2 dans toute la chaîne de la vallée du Rhône, dans toute l'industrie de la vallée du Rhône pour le traiter et l'enfouir ici. C'est des projets probablement de création ici de production d'hydrogène grâce à l'eau du Rhône et de la Durance et de l'énergie décarbonée pour l'énergie de demain. En gros, l'enjeu il est simple. Si on a aligné 400 000 volts, on change nos usages du quotidien, on permet de pouvoir fonctionner, et on permet d'avoir 20 milliards d'investissements entre les 5 milliards sur l'existant et les 15 milliards nouveaux, et 15 000 à 20 000 emplois nouveaux sur le territoire. Donc on prend 40 à 50 ans de croissance économique, et on peut vivre normalement. Soit on n'a pas la ligne à 400 000 volts, et ça ne sert à rien de vouloir créer des lignes d'électrification sur le port pour brancher les bateaux à quai. Parce que si on est obligé de brancher les bateaux à quai, mais qu'on n'a pas de nouvelles lignes électriques qui nous amènent l'énergie,
on sera obligé de débrancher un tiers, un quart, je ne sais pas, la moitié de la ville de Marseille. Donc vous imaginez si demain on vous dit il fait 3 degrés de plus, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir brancher votre clim ou votre chauffage parce qu'on vous coupe l'électricité parce qu'on branche un bateau. Enfin, en termes d'usage, ou votre voiture électrique, en termes d'usage, c'est impossible. Donc la réalité, c'est qu'on est dans un changement d'échelle, on est dans un changement de paradigme, on n'a pas d'autre choix que ce qu'a pris la France avec l'Europe, c'est-à-dire d'arriver à baisser les consommations d'ici 2030 et zéro d'ici 2050. Et donc, il faut qu'on accepte de changer. Et effectivement, il y a quelques paradigmes. Comme on est très en retard en matière de production énergétique décarbonée, d'électricité décarbonée sur le territoire, puisque, en gros, on produit 40% d'électricité pour 100% qu'on consomme. Donc, on produit seulement 40% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut qu'on aille chercher de l'électricité ailleurs, c'est ce qui me fait dire péninsule énergétique de région. Voilà. Jean-Luc, on a compris ce sujet, ces enjeux. Juste, l'enjeu est majeur pour nous, pour les générations futures, pour l'emploi de demain, mais pour la vie de demain, pour le tourisme de demain, pour les agriculteurs de demain. Parce que 3 degrés de plus, si on fait rien, ça sera 5, ça sera 6, on ne pourra plus faire de culture. C'est aussi l'assèchement de la Camargue, avec l'augmentation des températures. Et donc tout ça, c'est pas moi qui le dis, je suis pas en train de faire un scénario catastrophe, c'est le GIEC. Tout à fait. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Mais on entend ce combat qui vous tient à cœur pour le coup d'avance et pour l'investissement sur le territoire, mais aussi pour l'énergie pour tous, l'énergie décarbonée. Jean-Luc, un de vos autres enjeux de cette rentrée 2025 sera la cité judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ouais, c'est un peu comme le premier sujet. Le premier sujet, j'ai appelé ça le momentum de l'industrie, le momentum économique du territoire, de l'industrie des usages. Ça fait 18 ou 20 mois que j'en parle. Et juste pour finir là-dessus, on a 12 mois pour se décider. Parce que si d'ici 12 mois, on n'a pas confirmé qu'on aurait cette ligne, les 15 milliards de grands projets industriels, les investissements, ils iront ailleurs. Et ceux qui sont ici, ils partiront aussi ailleurs, où c'est qu'il y a des demandes. Donc c'est 10 ans de décroissance, 40 ans, 50 ans de croissance. La cité industrielle, c'est le même sujet. Ça fait 18 mois ou 24 mois que j'en parle. Je crois qu'un des premiers lieux où j'en ai parlé, c'est chez vous, il y a 2 ans et demi. Le sujet est simple. On a démontré qu'on avait besoin, et c'est exact, d'une cité judiciaire moderne qui soit capable d'accueillir les enjeux de la justice du XXIe siècle. Clair, pas de sujet. Ça veut dire qu'il faut plus de magistrats, ça veut dire qu'il faut plus de locaux, ça veut dire qu'il faut un certain nombre de sujets. Pas de sujet. Le deuxième sujet, c'est, face à ça, les propositions qui ont été faites par le ministère de la Justice, c'est de délocaliser du centre-ville la cité judiciaire pour la mettre sur Méditerranée, sur un terrain au passage qui est en partie disponible seulement qu'en 2030 pour éviter qu'il soit inondable, après la création du parc, mais des égalades, mais ok. Mais en gros, nous, ce qu'on dit, on dit pourquoi pas, mais ça va avoir un coût fatidique pour le centre-ville. C'est un coût mortel pour le centre-ville. Et donc, on s'est mis en situation de travailler. L'État n'ayant pas fait d'études d'impact, on a produit notre propre étude d'impact, Chambre de commerce, Barreau de Marseille. Et on a annoncé 18,4 millions d'euros de pertes à minima, avec le déplacement de la cité judiciaire. Et donc on demande pour les commerces de proximité, pour les restaurateurs, pour l'ensemble des gens. On a travaillé sur un périmètre 10 minutes à pied autour du palais de justice. C'est le périmètre dans lequel 90% des avocats marseillais ont leur cabinet. Oui. Et donc ils descendent, ils déjeunent, mais à côté de ça, ils reçoivent des clients qui boivent un café, qui déjeunent, qui font 2 courses. À côté de ça, il y a tous les justiciables qui vont au palais de justice. Et donc on a minoré notre chiffre au maximum en prenant que 5 jours sur 7 de consommation. Finalement, l'État a décidé, puisque la loi l'impose, de faire une étude d'impact. Il a confié cette étude d'impact à l'INSEE et à l'agence à la gamme, et ils ne disent pas mieux que nous. Ils valident les chiffres qu'on donne depuis 18 mois. Donc on demande des compensations, et on demande à ce qu'on sauve le centre-ville de Marseille. Ça fait des années qu'on investit, qu'on se bat pour avoir un centre-ville qui soit redynamisé. Franchement, c'est un coup fatal. Et donc, on en est à la phase discussion. Moi, je maintiens. Nous sommes capables d'allier les 2 contraintes. Nous sommes capables d'avoir une justice moderne du XXIe siècle avec des lieux historiques, confortables, en tout cas des lieux qui permettent aux magistrats de travailler correctement, aux justiciables d'être jugés dans de bonnes conditions, avec des délais et d'accueillir nos magistrats. Et je pense qu'on peut rester en centre-ville. Donc on travaille sur les solutions alternatives. On voit bien qu'on est en train d'avancer. D'ailleurs, le précédent ministre, parce que ça a changé, le précédent ministre, qui était un petit peu omnibulé par ce sujet, avait bien compris qu'il y avait un sujet important et donc commençait à proposer de garder certaines juridictions en centre-ville et certaines écoles. À partir du moment où on ne fait plus 7 cités uniques de 48 000 m²,
Si on divise en deux, nous, on a des solutions à proposer pour trouver 25, 28, 30 000 m² nouveaux en centre-ville, en plus de ce qu'il y a déjà. Et donc, si on rentre dans cette logique, ça éviterait d'avoir énormément d'argent à mettre pour pouvoir redynamiser le centre-ville ou pour le sauver. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans ou 35 ans, on nous a fait le coup avec le département qui s'est déplacé, le fameux bateau bleu, et on a perdu 30% de chiffre d'affaires, et ça n'a jamais été compensé. Hein. Donc, voilà. La balle est dans le camp de qui, là, on a des solutions. Ben, la balle, elle est un peu dans le camp de tout le monde, parce qu'après, il y a aussi un sujet. Quand les services du ministère de la Justice annoncent 350 millions d'euros pour construire 48 000 m² sur Euroméditerranée, vraisemblablement, tous ceux qui font un peu qui ont fait construire un jour quelque chose dans leur vie savent que c'est impossible. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Partant de là, c'est plutôt 700-800 millions d'euros qu'il faudra, plus la revitalisation du centre-ville. Alors bien sûr, le foncier est un foncier qui appartient aux Méditerranée, comme l'État est majoritaire, il ne compte pas le payer, mais enfin tout ça, c'est alors qu'on pourrait le vendre pour implanter de l'entreprise d'activité économique. Voilà. Donc la balle, elle appartient à qui ? Je pense qu'elle appartient essentiellement, nous, monde économique, avec les avocats, avec les professions judiciaires, avec les professions juridiques. On s'est bagarré dans ce combat, on apporte des solutions. Maintenant, il appartient aux collectivités, en particulier, je pense, à la ville de Marseille, et à l'État, de se mettre autour de la table et trouver une solution. Nous, on a des solutions à proposer, on en discute avec les collectivités, et on pourrait proposer des solutions qui pourraient faire, s'ils acceptent de séparer en deux, voire peut-être de trouver 45 à 48 000 m² dont ils ont besoin dans des conditions en hyper-centre-ville. Et vous avez des solutions. Je ne veux pas lâcher de nom ici parce que c'est pas le lieu, mais croyez-moi, on travaille sur une solution qu'on proposera. Et d'ailleurs, probablement qu'on ira voir le nouveau ministre de la Justice, parce que dans un pays qui vous dit qu'il est ruiné, dans un pays qui vous dit qu'il a plus d'argent, dans un pays qui vous augmente les impôts et qui vous baisse tout ce qui peut baisser, je ne vois pas comment il va trouver les 800 millions d'euros pour faire cette cité, alors qu'en face, ça va coûter pour redynamiser le centre-ville, et que nous, on a des solutions pour lui permettre de remplir sa vocation de justice du XXIe siècle et de fonctionner. Et puis, juste, je m'arrête sur ça. Au grand procureur, au premier président de la cour d'appel, qui sont venus au grand renfort du projet de la PIGE, expliquer chez le préfet et dans la presse que c'était indispensable, je ne comprends pas très bien quelle est la différence entre Aix-en-Provence et Marseille. À Marseille, ils nous expliquent qu'il faut tout dans un même bâtiment, dans un même lieu. Et à Aix-en-Provence, ils achètent des petits bouts pour pouvoir se partager. Il y a un bout sur le périph', il y a un bout au mille, il y a un bout en cœur historique, il y a un bout, ils sont en train d'acheter à côté de la place. Bon, voilà. Là, je veux dire, ça, c'est Bac plus 20 qui viennent donner les leçons pour rester 4 ans sur le territoire, ça suffit. Il faut une cohérence. Nous, on y vit ici. On sait ce qui est bon pour nous, on n'est pas contre le progrès, on est fait pour que ça avance intelligemment. Et qu'on prenne leur science et leurs besoins pour faire en sorte que le territoire soit gagnant et pas opposé. C'est ça le message. Donc les grands donneurs de leçons qui restent 4 ans ici, qui restent chez eux, ou qui viennent nous aider à trouver des solutions intéressantes pour le territoire. Message, je profite de le dire clairement, comme ça, si jamais d'autres confrères à vous veulent avoir mon avis, je le ferai aussi. Et nous les inviterons sur le plateau, ils sont les bienvenus. Un dernier message, Jean-Luc ? Un dernier message. Secteur, tout secteur, oui, tout secteur. Donc, vous êtes membre avec nous. Et voilà, tout secteur, c'est le regroupement, vous le savez, de l'ensemble du monde économique. C'est aujourd'hui 168 structures regroupées. Les fédérations professionnelles, les interpros, les associations de zones, les associations de centre-ville ou autre. Le message, l'actualité, dans la période, on vient de lancer le Save the Date pour les vœux 2025. Le thème. Je fais du teasing. Allez. Bien sûr. Le thème, je prends les lunettes parce que là, il ne faut pas que je me trompe de voix. Ah, soyons précis. Allez, soyons précis. Le thème, c'est l'océan des possibles, au fil des vagues et des opportunités. C'est beau. Voilà. Chacun y mettra ce qu'il veut, chaque territoire. 4 vœux. Aix-en-Provence, c'est le 9 janvier à 19h. Ouais. Le lieu n'est pas encore connu. Enfin, en tout cas, il est connu, mais pas encore dit. C'est juste un save the date. Salon de Provence pour Étang-de-Berre. Oui. 14 janvier à 19h. Aubagne-la-Ciotat. Alors vous êtes à cheval, parce que je sais que vous allez bien à Aubagne-la-Ciotat, même si vous êtes encore un peu plutôt Marseille. Faites les deux. Aubagne-la-Ciotat, ça sera le 17 janvier à 12h comme l'an dernier, vous savez, le midi, parce qu'on a changé de format, on aime bien. Puis voilà. On aime bien faire ça à midi. Et puis Marseille, bien sûr, ça sera au Parc Chano, ça je peux l'annoncer. Ça sera le 20 janvier. 2 choses. Le sujet, c'est un sujet collectif, donc on partage tous, toutes les assos et autres. Et donc, on a un parti pris, je le dis, parce que l'idée, c'est pas d'obliger les gens à faire deux réunions, deux journées, 2 choses. Donc, sur l'Étang-de-Berre, on fait le maximum pour avoir qu'une seule séance, et sur Aubagne-la-Ciotat, on s'est mis à 12h pour pas qu'il y ait de concurrence avec d'autres qui veulent organiser leurs vœux. Ça n'empêche pas que chacun des 168 partenaires puisse organiser leurs vœux aussi, et tant mieux. Mais le fait d'être tous ensemble, c'est un peu comme les JO, c'est un effet banane.
Ça a un effet positif, mais aussi cet effet positif pour nos élus qui nous regardent, mais aussi pour l'État, les collectivités, les établissements publics, qui disent, ici, sur ce territoire, Ils sont soudés. Ils sont soudés, ils sont ensemble, ils savent faire. Et quand après je discute de la décarbonation, quand après je discute de la cité judiciaire ou autre, quand on est tous ensemble, c'est quand même un peu plus de poids. Et puis surtout, comme c'est pas la maladie de ce territoire, les gens se demandent ce qui se passe dans le monde économique. Ils ont une maladie différente de celle du territoire, qui est plutôt celle de la division. Moi, ça me plaît bien qu'on ait ça. Jouer collectif, jouer collectif, jouer collectif. C'est la clé de la réussite. Merci. Et gardons la banane. Nous y serons. Merci Jean-Luc pour cet enthousiasme. Je retiens que la stratégie bas carbone, elle est pour tous, pour l'écologie, pour la santé et pour l'économie. Je n'ai pas parlé de la santé, mais c'est évident. Hein. C'est évident. Moins de CO2. Moins Merci de CO2, pour moins de cet enthousiasme et cet engouement. Chers amis, on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.